Pendant des années, personne à Seattle n'a su qui avait tué cette chanteuse de rock. Les preuves ont dû attendre dans un congélateur, jusqu'à ce qu'un ordinateur identifie un suspect à plus de 1600 km de là. Une adolescente disparaît de son domicile dans le Colorado en laissant peu d'indices. Pendant 2 longues années, l'enquête s'enlise avant que la vigilance d'un expert en empreintes digitales ne révèle au grand jour une gigantesque faille dans le système. Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau pour suivre ce nouvel épisode des Enquêtes impossibles. Mia Zapata, une rockeuse grunge, est étranglée dans la rue, la nuit, à la sortie d'un bar. Elle gît les bras en croix sur le trottoir. S'agit-il d'un crime démoniaque ou sacrificiel? Quelques semaines plus tôt, elle avait écrit les paroles d'une chanson prophétique, La marque du crabe, dans laquelle elle s'imaginait victime d'un tueur en série. Alors, fiction et réalité se sont-elles confondues? Le prédateur a-t-il cherché à s'incarner dans la chanson? À moins qu'une pathétique coïncidence ne soit venue brouiller les cartes. Au début des années 90, Seattle, dans l'État de Washington, est le théâtre d'une révolution dans le rock, l'arrivée du grunge. C'est un rock dur, énervé, et il attire des milliers de personnes dans la région. Des musiciens du monde entier venaient jouer ici. Des fans emménageaient ici simplement pour voir des groupes sur scène. Il y avait pas mal de petits clubs dans lesquels vous pouviez entendre les stars de demain. Au début des années 90, il y avait 1 million de groupes prometteurs qui faisaient du grunge. Le cœur de cette révolution rock est un quartier du centre-ville de Seattle, Capitol Hill. Les loyers sont peu élevés et le crime et la drogue sont devenus un véritable fléau. Un jour, vers 3 heures du matin, un passant découvre le corps d'une jeune femme dans une ruelle déserte. Les secours ont essayé de la ranimer. Son corps était encore chaud. Apparemment, elle était morte seulement quelques minutes auparavant. La victime n'a pas de papier d'identité sur elle. Elle a été étranglée avec la cordelette d'un sweatshirt portant le nom d'un groupe de rock local, les Gits. Le lieu où le corps est découvert rend plausible l'hypothèse du crime religieux. De chaque côté d'elle, sur les 2 trottoirs, il y avait des bâtiments religieux. Une église catholique d'un côté, et de l'autre, les bureaux d'une association catholique de quartier. Elle était allongée sur le dos. Elle avait les pieds serrés et les bras écartés. Un peu comme un crucifix. Lors de l'autopsie, une chose inattendue se produit. Le médecin légiste reconnaît la victime. Il aimait aller écouter de la musique indépendante dans les clubs. Et il connaissait Mia Zapata. Âgée de 27 ans, Mia Zapata était la chanteuse principale et la parolière d'un des groupes de rock alternatif montants les plus populaires de Seattle. La communauté rock pleure aujourd'hui la chanteuse d'un groupe de Seattle. La jeune femme de 27 ans a été assassinée et la police recherche son assassin. Le mobile est encore inconnu. On revenait d'une tournée sur la côte ouest. On devait rester 3 ou 4 jours avant de repartir sur les routes. On devait enchaîner une tournée aux États-Unis, une en Europe et une autre encore aux États-Unis. Les enquêteurs tentent de reconstituer l'emploi du temps de Mia les heures précédant sa mort. Selon ses amis, elle a passé une grande partie de la nuit dans un bar. Mia était au Comet Tavern. Elle avait bu quelques verres avec des amis. Elle était restée jusqu'à minuit, si je me souviens bien. Ensuite, elle s'est rendue chez une amie qui avait un appartement pas très loin de là. Elle en est repartie à pied vers 2 heures. Mia aimait beaucoup marcher et Seattle est la ville parfaite pour ça. Je suis sûr que c'est pour ça qu'elle n'a pas pris de taxi. Son cadavre est découvert environ 1h30 plus tard sur une portion de route désertée à moins de 800 mètres de chez son ami.
On sait que durant ce laps de temps de 80 minutes, elle a été accostée, agressée, kidnappée, brutalisée. Son tueur avait dû être assez occupé durant ces 80 minutes. On avait une chronologie assez claire et limitée dans le temps. Je suis convaincue que Mia ne serait pas montée de son plein gré dans la voiture d'un inconnu. Ses amis ont été catégoriques là-dessus. Elle n'était pas du genre à faire ça. Malheureusement, le tueur a laissé peu d'indices derrière lui. Je me disais que ça pouvait être un ancien petit ami, ou alors un fou qui aurait choisi sa victime au hasard. Ça aurait pu être une femme, un gang, n'importe qui. Le meurtre de la star montante de la scène rock de Seattle, Mia Zapata, bouleverse les habitants. Beaucoup de gens sont profondément touchés. C'est vraiment une grande perte. Je pense que tout le monde veut savoir qui a fait ça. Ça ne la ramènera pas, mais au moins, on pourra se consoler en sachant que justice a été faite. Ses amis placardent des affiches dans toute la ville, en quête d'informations sur le meurtre. La police est submergée d'appels. La police n'a pas de suspect? Aucun à ce jour. D'après la police, il ne s'agirait pas d'une affaire de drogue. Elle n'en consommait pas. Son meurtre reste une énigme. À ce moment-là, en l'absence de réponse, les spéculations allaient bon train. Qui avait bien pu faire ça? Était-ce quelqu'un qu'elle connaissait? Était-ce un inconnu? L'enquête est difficile, il n'y a pas de témoins et puisque le corps a été déplacé, la police ne sait pas où se trouve la scène de crime. Si on faisait le point sur toutes les preuves médico-légales, ou plus exactement le peu de preuves dont on disposait, on peut dire que c'était une enquête plutôt frustrante. Qui a assassiné Mia Zapata, l'une des plus talentueuses rockeuses grunge de Seattle à la fin des années 1990? Un admirateur névrosé? Un ex-petit ami jaloux? Un chanteur rival agissant sous l'emprise de la drogue? Ou encore un inconnu qui a croisé sa route au mauvais moment? Les enquêteurs ne disposent pratiquement pas d'indices. Le seul élément qu'ils sont en mesure d'avancer est que le corps a été transporté de la scène de crime au trottoir où il a été découvert, et environ 1h30 après la disparition de la chanteuse. Alors l'autopsie révèle par ailleurs que la jeune femme de 27 ans a été sauvagement battue et violée avant d'avoir été étranglée. Le légiste a dit qu'elle aurait fini par mourir des coups à l'abdomen, des coups de pied et des coups de genoux, s'il ne l'avait pas en plus étranglée. Elle a été agressée sauvagement. Le légiste découvre aussi une marque de morsure sur la poitrine de Mia. Il prélève les tissus et les transmet au laboratoire d'analyse médico-légale, en espérant que le tueur ait laissé un peu de salive et ainsi peut-être un échantillon de son ADN. On extrait l'ADN des cellules à l'intérieur de votre bouche et des cellules sur vos joues et vos gencives. À l'intérieur de ces cellules, il y a les cellules nucléées qui contiennent l'ADN. Afin de déterminer si la marque de morsure contient de la salive, on recherche la présence d'amylase sur les prélèvements. Il s'agit d'une enzyme présente dans la salive qui décompose la nourriture. Une solution extraite à partir du prélèvement est placée dans une boîte de pétri perforée contenant un gel à base d'amidon, c'est-à-dire une source de nourriture. Pour reproduire les conditions de la digestion, la boîte de pétri est placée dans un incubateur à la température du corps humain pendant 24 heures. Lorsque la boîte ressort de l'incubateur, il y a des taches blanches à l'intérieur, preuve qu'il y avait bien de la salive sur le corps de Mia. Le résultat est positif quand il n'y a pas de coloration bleue. C'est dû au fait que l'amylase agit sur les molécules d'amidon et les désagrège. À l'époque, l'échantillon de salive est trop petit pour pouvoir y rechercher de l'ADN. Il est donc placé dans un congélateur de stockage. À la recherche de suspects, les enquêteurs commencent par s'intéresser à l'ex-petit ami de la chanteuse, Robert. Le couple avait rompu peu de temps avant le décès de la jeune femme. Certains ont dit qu'elle était contrariée par sa rupture récente avec son petit ami. Des bruits ont circulé selon lesquels elle aurait essayé de le retrouver cette nuit-là. Mais l'ancien petit ami de Mia affirme ne pas être au courant. Il déclare être sorti avec des amis, un alibi confirmé par les amis en question.
Robert, son petit ami, a pleinement coopéré. Il s'est toujours présenté quand il a été convoqué et il a passé avec succès le détecteur de mensonges. Il avait un excellent alibi, solide, sans aucun trou. On l'a donc tout de suite éliminé de la liste des suspects. Dans son cercle d'amis et de connaissances relativement large, les enquêteurs ne voient personne ayant un mobile pour tuer Mia Zapata. Mia avait un groupe d'amis très large. Parmi eux, beaucoup avaient un passé criminel. Beaucoup s'étaient déjà montrés violents. Et beaucoup étaient plus ou moins obsédés par elle. Ces gens n'étaient pas du genre à fréquenter les associations de parents d'élèves ou le Rotary Club. Malheureusement, aucun suspect ne se distingue au cours de l'enquête. À ce stade, on avait éliminé tout le monde de la liste. On était vraiment inquiet pour la suite de l'enquête. Frustré de voir que l'enquête piétine, Steve Moriarty, le batteur des Gits et un ami de Mia depuis l'université, décide avec les autres membres du groupe d'entreprendre quelque chose pour la faire avancer. On a décidé d'engager un détective privé. On n'avait pas d'argent, mais on allait le trouver. On voulait faire en sorte que cette affaire soit élucidée très vite. Steve Moriarty et le groupe engagent Lee Heron. Celle-ci commence par réinterroger quasiment toutes les personnes auxquelles la police a déjà parlé. Il n'y avait aucun témoin oculaire. Et croyez-moi, ce n'est pas faute d'avoir cherché. Plusieurs fois avec un autre privé, on a arpenté les rues la nuit. On a abordé toutes les prostituées des environs pour savoir si quelqu'un avait vu quelque chose. J'ai questionné tous les gens du quartier. On avait vu une voiture repartir, mais pas la personne à l'intérieur. Lee Heron finit par arriver à la même conclusion que la police. Je crois qu'une majorité de gens pensaient que cette affaire ne serait jamais résolue. Personnellement, je me disais que le seul moyen de l'élucider un jour serait que quelqu'un parle ou qu'on identifie un ADN. L'affaire est alors classée. Et pendant 9 longues années, aucun fait nouveau n'apparaît. Mais heureusement, un prix Nobel de chimie va offrir de nouvelles perspectives aux sciences médico-légales. 9 ans. 9 ans se sont écoulés depuis le viol et le meurtre de Mia Zapata, sans qu'aucun indice ne soit parvenu à faire progresser l'enquête. Mais aux États-Unis, comme dans la plupart des pays en cas d'homicide, une affaire irrésolue ne peut pas être définitivement classée. Selon la police et Lee Heron, la détective privée engagée par les amis musiciens de la défunte, seule l'identification des traces d'ADN recueillies sur le cadavre pourrait conduire au meurtrier. Mais avec les techniques existant au début des années 90, le nombre de cellules est trop faible pour permettre d'établir son profil génétique. Étrange et pathétique coïncidence. 2 mois à peine avant le drame, Mia Zapata avait écrit une chanson prophétique dans laquelle elle imaginait qu'un inconnu l'assassinait. On était au studio, j'étais là quand elle a écrit les paroles. Elle m'a dit « J'ai envie d'écrire une chanson sur un serial killer ». J'ai demandé « Pourquoi ?» Elle m'a répondu « Parce que ça arrive souvent ». Cette chanson s'intitule « Sign of the Crab ». Ces paroles rappellent étrangement la manière dont Mia sera tuée. On avait effectivement le sentiment, cet été-là, que les crimes horribles se multipliaient. Ça avait un effet sur Mia et sur son écriture. Au final, ça a été une chanson prophétique, puisque c'est exactement ce qui lui est arrivé. Pendant 9 longues années, le meurtre de Mia Zapata reste impuni et la frustration de ses amis augmente. Je n'aurais jamais pensé que l'affaire resterait au point mort aussi longtemps. Au fur et à mesure que les jours, les mois, les années passaient, je voyais bien que les autres perdaient l'espoir de voir son meurtre un jour élucidé. Le meurtre de Mia a eu lieu en 1993. Un autre événement important s'est déroulé cette année-là. Kary Mullis remporte le prix Nobel de chimie pour avoir inventé une technique appelée réaction en chaîne par polymérase ou PCR. Cette technique rend possible une analyse ADN sur des échantillons de très petite taille.
La méthode PCR, c'est un peu comme un photocopieur chimique. Elle nous permettait d'amplifier de petits échantillons d'ADN pour obtenir des échantillons suffisamment grands pour être analysés. Dans le dossier Mia Zapata, l'échantillon d'ADN était si minuscule que les experts craignaient qu'il soit détruit par une analyse. Ils ont donc préféré attendre que la technique PCR soit suffisamment au point pour permettre une analyse sur des échantillons microscopiques. En 2001, le prélèvement effectué lors de l'autopsie de Mia, celui qui pourrait contenir l'ADN du tueur, est enfin soumis à la technique PCR. Ce procédé amplifie ou augmente la taille de l'échantillon jusqu'à le rendre exploitable. Et l'analyse aboutit à un résultat. Ce que j'ai obtenu, c'est un profil mixte qui contenait à la fois l'ADN de Mia Zapata et celui d'un homme encore non identifié à ce moment-là. Le profil ADN de l'individu non identifié est ensuite isolé avant d'être entré dans le CODIS. Il s'agit de la base de données du FBI stockant les profils ADN de toutes les personnes condamnées par une cour pénale aux États-Unis. Malheureusement, il n'y a aucune correspondance. La bonne nouvelle, c'était qu'on avait un profil génétique. La mauvaise, c'était qu'il n'était pas dans notre fichier. Avant que les travaux du professeur Kary Mullis aboutissent et lui permettent d'obtenir le prix Nobel de chimie en 1993, les experts scientifiques devaient disposer d'un grand nombre de cellules pour en extraire de l'ADN. Grâce à la technologie PCR, il devient dès lors possible d'établir une signature génétique à partir de traces dégradées, même recueillies en petite quantité. S'il y a 20 ans, il fallait au moins 1000 cellules pour travailler sur un prélèvement, de 20 à 50 cellules sont aujourd'hui suffisantes pour obtenir le même résultat. Et les biologistes ne désespèrent pas de réduire ce nombre à moins d'une dizaine. En utilisant cette méthode révolutionnaire, les experts de la police ont réussi à identifier l'ADN du tueur présumé de Mia Zapata. Pour autant, introduit dans le CODIS, la banque informatisée américaine des empreintes génétiques, ce profil ne correspond à celui d'aucun criminel répertorié. Le meurtrier de Mia a-t-il quitté le pays? Est-il décédé? Ou son dossier a-t-il été effacé des fichiers par erreur? C'était incroyable de voir à quel point on manquait d'indices. Il n'y avait clairement rien dans le dossier, à l'exception d'un tout petit échantillon de salive trouvé sur la poitrine de Mia. Ça se bornait à ça. L'affaire est de nouveau classée. Cette fois, les chances de voir élucider le meurtre de Mia sont quasiment nulles. Mais le logiciel continue d'analyser l'ADN, jour et nuit. 12 mois plus tard, une correspondance est faite dans la base de données. L'ADN correspond à Jesús Mesquia, un Cubain exilé, vivant en Floride. Et il a un passé criminel chargé. Qui était cet homme? On a découvert qu'il était aux États-Unis sur décision de Fidel Castro. Il était arrivé sur l'un des bateaux de l'exode de Mariel. Il faisait partie des criminels expulsés par Cuba. Il avait un casier en Floride et en Arizona. Rien dans l'État de Washington. C'est ce qui nous embêtait parce qu'on trouvait étrange qu'il n'ait pas commis de délit ou de crime ici s'il avait vécu dans les environs. Les enquêteurs de Seattle décident d'interroger Mesquia, qui est en liberté conditionnelle. Sa dernière adresse connue est à Marathon, en Floride. Les policiers demandent à leurs collègues de Floride de le surveiller jusqu'à leur arrivée. La police de Seattle a demandé aux collègues de Floride de se renseigner sur lui et ils devaient le surveiller de près. Mais quand les enquêteurs de Seattle arrivent en Floride, Jesús Mesquia s'est envolé. On arrive à Marathon et là, Jésus n'y est plus. On n'y croyait pas. Il a mystérieusement disparu. Là, l'inquiétude vous reprend et vous vous dites « c'est pas possible, il va encore nous échapper ». Mais une semaine plus tard, Mesquia rentre chez lui. Il explique qu'il a travaillé sur un bateau de pêche. Les enquêteurs de Seattle lui demandent s'il accepte de répondre à quelques questions.
Le suspect est d'accord, il ne se doute pas que c'est un piège. Il s'est montré coopératif. On lui a montré 5 photos de victimes de meurtres sur lesquelles on travaillait. Parmi elles, il y avait celle de Mia Zapata. Vous avez vu des photos de Mia, elle n'avait pas un look classique. Le suspect déclare ne reconnaître aucune femme sur ces photos. Et là, je lui dis, et si je vous disais que vous avez tué l'une de ces femmes? Il répond, non, je n'ai tué personne. Il bondit et me montre ses mains. Je ne tremble même pas. J'ai dit, ça va, arrêtez de jouer les détecteurs de mensonges humains et asseyez-vous. Si Jesús Mesquia avait déclaré connaître Mia Zapata ou avoir passé un moment en sa compagnie, cela aurait pu expliquer la présence de sa salive sur son corps. Mais en niant les faits, il a scellé son destin. Il a nié la connaître, l'avoir jamais vue, avoir jamais eu affaire à elle. Mais sa salive était sur sa poitrine. Il y avait un hic. Un nouvel échantillon de l'ADN de Jesús Mesquia est comparé à l'échantillon obtenu lors de l'autopsie de Mia. Une nouvelle fois, il correspond. Cette salive, ça a été notre atout contre lui. Sans elle, on n'aurait jamais rien pu faire. 10 ans après la mort de Mia Zapata, son meurtrier est enfin inculpé. Je ne réalise pas encore. Je crois que je suis encore en état de choc. J'espère seulement que c'est bien réel. Les enquêteurs apprennent que Jesús Mesquia a vécu pendant quelque temps à Seattle, à 3 pâtés de maison de l'endroit où il s'est débarrassé du corps de la jeune chanteuse. Après l'arrestation de Mesquia pour le meurtre de Mia, une habitante de Seattle appelle la police et affirme avoir reconnu sa photo dans le journal. Cet homme s'est exhibé devant elle un jour. À partir de là, la défense n'avait plus aucune chance. On avait maintenant quelqu'un qui pouvait venir témoigner que c'était un dangereux malade. La théorie de l'accusation, c'est que Jesús Mesquia roulait sans but cette nuit-là dans les rues de Seattle, lorsqu'il a repéré Mia Zapata qui rentrait chez elle à pied vers 2 heures du matin. Mia devait écouter de la musique avec des écouteurs sur les oreilles. Elle n'a probablement pas entendu la voiture de Mesquia s'approcher d'elle. L'homme l'a enlevée, puis emmenée dans un endroit désert. Comme le prouve l'analyse ADN, il a laissé de la salive sur son corps en la mordant. Après ça, il l'a étranglée. Il s'est débarrassé de son cadavre dans une rue déserte, à quelques pâtés de maisons de l'endroit où il vivait. Les enquêteurs pensent que le lieu où elle a été découverte a été choisi au hasard. Il a simplement ouvert la portière et a attrapé ses mains, l'a traîné hors de la voiture jusqu'à l'endroit où on l'a trouvée. Simple coïncidence. En 2004, soit 11 ans après les faits, Jesús Mesquia est jugé et reconnu coupable du meurtre de Mia Zapata. Il est condamné à une peine de 36 ans de prison. Justice a enfin été faite, grâce à un médecin légiste prévoyant qui a pensé à préserver des échantillons ADN en espérant que les progrès de la science permettent un jour de les analyser. Heureusement que le médecin légiste a conservé le seul échantillon d'ADN dont on disposait dans cette affaire. Il a fallu plus d'une décennie, mais cette preuve microscopique et les progrès des techniques d'analyse de l'ADN ont finalement permis de rattraper un assassin. Tout ce qu'on avait dans cette affaire, c'était un prélèvement d'ADN. Et c'est grâce à ce prélèvement et à un médecin légiste consciencieux qu'on a pu mettre un assassin derrière les barreaux. Je suis fasciné par les méthodes d'analyse de l'ADN. Mais ce qui est remarquable aussi, c'est que ce médecin légiste a eu la présence d'esprit de rechercher un échantillon d'ADN et de conserver un échantillon inutilisable à l'époque, mais qui, 10 ans plus tard, allait parler. Les empreintes génétiques, c'est imparable. Ça nous aide énormément. Si vous me laissez le choix, je préférerais toujours avoir un ADN qu'une arme ou un témoin oculaire pour m'aider à résoudre une affaire. Ça a été la clé du dossier. Sans cette preuve, on n'aurait jamais résolu ce meurtre. La conclusion de cette affaire rend hommage aux experts de la police scientifique, aptes à mettre rapidement en application les avancées de la recherche fondamentale. Ainsi, ont-ils trouvé le moyen d'extraire l'ADN des cellules congelées de la salive du suspect, quelques mois seulement après la publication des travaux de Kary Mullis.
En France, à Lyon, utilisant ces technologies, le laboratoire automatisé de l'Institut national de la police traite aujourd'hui quelques 300 000 profils génétiques chaque année. Pour boucler cette affaire, sachez encore que Mia Zapata avait appris à jouer du piano et de la guitare dès l'âge de 9 ans. Influencée par des styles musicaux tels que le punk rock, le jazz, le blues, elle avait créé un groupe, The Geet, dont le premier album avait connu un beau succès sur la côte ouest des États-Unis. Si une mort atroce ne l'avait pas fauchée à l'âge de 27 ans, serait-elle devenue une rockstar à l'égal des plus grandes? Malheureusement, nous ne le saurons jamais. Dans les affaires criminelles, un arbre peut parfois cacher la forêt. Dans notre histoire, l'arbre correspondrait au meurtre atroce d'une adolescente. Mais que serait la forêt? Un massacre? Un carnage insoutenable? Vous le saurez dans quelques minutes en suivant avec moi les rebondissements qui émaillent cette seconde enquête. Le 7 septembre 1991 débute comme une journée ordinaire pour la famille Church. Diane Church emmène ses enfants à l'école, va à ses occupations, puis part faire quelques courses en ville. Après une journée bien remplie, elle a prévu de passer une soirée tranquille en famille. Au départ, j'avais prévu de rester à la maison comme d'habitude. J'aurais lu une ou deux histoires aux enfants, comme toutes les mamans. Mais Diane se souvient subitement que son fils aîné a une réunion de louveteaux ce soir-là. Sage, 5 ans, et Heather, 13 ans, préfèrent rester à la maison. Heather n'avait aucune envie de se retrouver au milieu de tous les garçons. Elle a tout de suite demandé à garder son petit frère ce soir-là. Je lui ai dit, pas de problème. Finalement, je suis allée avec les garçons. Heather a suivi des cours de babysitting. Diane n'est donc pas inquiète de la laisser seule. Un peu plus tard dans la soirée, Diane appelle à la maison pour vérifier que tout va bien. J'ai appelé vers 20h15 et j'ai entendu que la télé était encore allumée. Je lui ai demandé, vous n'êtes pas encore au lit? Elle m'a dit, allez maman, il reste encore un peu avec moi, je le mettrai au lit tout à l'heure. Diane et ses 2 garçons sont de retour vers 22h. Tout est éteint à l'intérieur et curieusement, la porte d'entrée n'est pas fermée à clé. Diane se dit qu'Heather et Sage doivent dormir. Sage est bien dans le lit, mais pas Heather. Elle était toute petite et je me suis dit qu'elle s'était emmitouflée dans sa couette. J'ai dit à mon fils d'aller revérifier. Mais quand il est revenu, il m'a dit non, non, elle n'est pas là. Du coup, je suis allée voir moi-même et effectivement, elle n'était pas là. À partir de ce moment-là, le monde s'est écroulé. Diane et les enfants fouillent la maison et les 2 hectares de terrain qui l'entourent. Sans succès. Aucun signe de Heather. Diane appelle immédiatement la police. Ils m'ont dit que dans 98% des cas, il s'agissait d'une fugue. Je leur ai répondu que là, on était dans les 2% qui restaient. Lorsque les enquêteurs arrivent sur les lieux, les amis et les proches de la famille sont déjà sur place. Ce qui ne va pas faciliter le travail des techniciens de scène de crime. Quand on a une foule de personnes présentes pendant un laps de temps prolongé, il arrive souvent qu'elles touchent à tout ce qui nous intéresse. Du coup, la majorité des preuves, comme les empreintes de pas ou les traces de pneus, sont altérées et deviennent particulièrement difficiles à identifier. Il n'y a aucune trace d'effraction ni trace de lutte, et rien ne laisse à penser qu'il y a eu meurtre. La seule chose qui manquait à l'intérieur, c'était la petite Heather. La fouille se poursuit jusqu'au petit matin, mais toujours pas la moindre trace de la fillette. Le lendemain matin, Diane Church remarque que la moustiquaire de la fenêtre de la chambre est un peu de travers. Les techniciens vont relever 3 empreintes distinctes sur l'extérieur du cadre. Les empreintes sur la moustiquaire étaient très récentes, parfaitement distinctes et donc parfaitement exploitables. Seul problème, elles peuvent appartenir à n'importe qui, vu que des dizaines de personnes étaient présentes sur les lieux. Il y avait beaucoup d'allées et venues dans cette maison, comme dans n'importe quel foyer.
On avait des centaines d'empreintes. Il va sans doute falloir des jours, voire des semaines pour les identifier. En attendant, l'enquête est au point mort. La disparition d'Heather Down Church est devenue le grand mystère de la région. Tout le monde en parlait et redoutait le pire. C'est quoi ton morceau préféré au violon? Le rêve du diable. Moi aussi, je l'adore. Après la disparition d'Heather Church, une adolescente de 13 ans, la petite ville de Colorado Springs est sous le choc. Après ça, les parents étaient très inquiets et ont redoublé de vigilance. Ils faisaient bien comprendre à leurs enfants le danger de parler à un inconnu. Diane Church et ses enfants vivent dans une zone plutôt isolée. Le kidnappeur pouvait donc agir sans attirer l'attention. La fillette de 13 ans n'était pas seule chez elle. Mais ils n'ont pas touché à son petit frère. Il dormait bien tranquillement dans son lit. Ça paraît tout de suite suspect. Une hypothèse que confirme un profileur du FBI. Rien n'a été dérobé et il n'y a aucune trace de lutte. Pour lui, le kidnappeur est un proche de la famille qui connaît ses habitudes. Dans la majorité des cas, pour ce genre d'affaires, le coupable fait partie de la famille. Du coup, on s'intéresse en premier lieu aux parents et à leur alibi, à un éventuel mobile, puis à leurs antécédents. Le premier suspect sur la liste n'est autre que le père de Heather. Le couple est séparé et l'homme vit seul. Le nombre des disparitions d'enfants est en augmentation partout dans le monde. En France, en 2011, 1620 mineurs ont disparu rien qu'en région parisienne. Fort heureusement, des fugues de courte durée représentent la majorité des cas. Les enlèvements parentaux, en particulier dans les couples divorcés ou binationaux, constituent la seconde cause de disparition. Seuls quelques cas, tenant compte des conditions potentiellement alarmantes des disparitions, furent qualifiés d'inquiétants par la police. Les parents d'Heather étant séparés, les enquêteurs soupçonnent dans un premier temps son père de l'avoir kidnappé. Le FBI voulait m'interroger et pendant près de 4 heures, j'ai eu droit au numéro du bon flic et du mauvais flic avec toutes leurs questions, dont certaines étaient vraiment dures à entendre. Des questions très personnelles, comme ce que je pouvais ressentir pour ma fille, par exemple. Mais Mike Church a un alibi pour l'heure de la disparition. Il était à un groupe de soutien pour parents divorcés. Plusieurs personnes peuvent en témoigner. Il a quitté la réunion à 21h30. On voulait savoir ce qu'il avait fait entre le moment où il avait quitté sa réunion et le moment où on l'avait appelé chez lui. Le détecteur de mensonges ne révèle rien d'anormal. Plus tard, un des enquêteurs est revenu me voir sur mon lieu de travail. Alors je lui ai demandé si je faisais toujours partie des suspects et il m'a répondu que oui. Du coup, je lui ai dit qu'il ferait mieux de chercher ailleurs. Diane Church fait également partie des suspects. Ils m'ont fait passer au détecteur de mensonges, c'était horrible. Je me suis retrouvée au poste, on a pris mes empreintes, ensuite le détecteur. Horrible. Le seul indice dont disposent les enquêteurs sont les empreintes digitales relevées sur le cadre de la moustiquaire. Ils s'empressent de les entrer dans le fichier criminel du Colorado. Malheureusement, ils ne trouvent aucune correspondance. Le bureau du shérif les envoie donc au FBI, qui dispose d'un système d'identification automatique des empreintes digitales, l'AFIS. C'est l'une des bases de données les plus complètes du monde. À l'époque, elle répertorie plus de 45 millions d'empreintes digitales. À ce moment-là, on s'est dit qu'en soumettant les empreintes au système AFIS, le fichier fédéral, on couvrirait le champ le plus étendu possible. Mais là encore,
aucune correspondance. En tant que père, je culpabilisais de ne pas avoir été là. Déjà que j'avais raté complètement mon mariage, mais en plus, je n'avais pas été là pour mes enfants quand ils avaient besoin de moi. Je m'en suis énormément voulu. Pourquoi je n'étais pas là? Tout ce que j'espérais, c'était qu'on l'avait enlevée pour remplacer un enfant disparu. Je m'accrochais à cette idée. L'enquête sur la disparition de Heather Church va piétiner pendant des mois, puis des années. La police n'a pas trouvé la moindre correspondance entre les empreintes digitales relevées sur la moustiquaire de la chambre et tous les fichiers nationaux. Malgré cela, la famille Church ne perd pas espoir. C'est ce qui m'a permis de tenir. Il y avait des jours où parfois, je l'imaginais quelque part, dans les montagnes, seule, et elle m'appelait. C'était horrible. Du coup, j'ai vraiment tout fait pour rester positif et éviter d'avoir trop d'idées noires. Quasiment 2 ans, jour pour jour, après la disparition d'Heather, sa famille apprend qu'un promeneur a découvert un crâne humain près de Pikes Peak, à une vingtaine de kilomètres de leur domicile. Le crâne a été retrouvé dans une zone plutôt reculée du comté d'El Paso, pas très loin de Rampart Range Road, pour être plus précis, à plus de 10 km de la ville. C'est un promeneur qui l'a découvert au fond d'un ravin, à plus de 120 mètres en contrebas. Le crâne est celui d'une adolescente de race blanche. On a appris ça aux informations. On voyait même le correspondant de la télé tenir le crâne dans ses mains. Il expliquait qu'ils avaient retrouvé un corps, etc., en donnant tous les détails. J'avais entendu ce genre de nouvelles tellement de fois depuis sa disparition. C'est hallucinant le nombre de corps qu'on retrouve. L'identification dentaire est sans appel. Il s'agit bien de Heather Church. Au début, je ne voulais pas y croire. Les premières 24 heures, je leur ai demandé 100 fois s'ils en étaient vraiment sûrs. Je leur ai demandé une centaine de fois. En l'absence d'empreintes digitales, l'identification dentaire est une méthode fréquemment utilisée par les policiers. Il arrive néanmoins, dans certains cas, que des tueurs brisent les dents de leurs victimes et les fassent disparaître. Alors, si les autres techniques d'identification ont échoué, les enquêteurs médico-légaux n'ont parfois d'autre recours que d'utiliser la reconstitution faciale pour identifier une victime inconnue. Utilisée également par les anthropologues, les archéologues pour faire le portrait de personnages historiques ou pour recréer les traits d'ancêtres fossiles humains, la reconstitution faciale est cependant une méthode controversée et jugée trop subjective par les chercheurs car elle dépend autant d'interprétation artistique que de connaissances anatomiques. Heureusement, dans l'affaire tragique qui nous concerne, l'analyse dentaire a permis d'identifier la petite Heather 2 ans après sa disparition. L'autopsie révèle qu'il s'agit bien d'un homicide. Le légiste a vite confirmé que Heather était décédée d'un coup porté avec un objet contondant à l'arrière du crâne. Non loin du crâne, les enquêteurs retrouvent également un pyjama. Mais contre toute attente, ce n'est pas celui de la fillette. Sa mère est formelle. Avec aussi peu de nouveaux indices, l'affaire risque une nouvelle fois de piétiner. Mais le tout nouveau shérif du comté d'El Paso décide de faire de cette enquête sa priorité numéro 1. L'une de ses priorités lorsqu'il a été nommé était l'affaire Heather Downchurch. Il m'a demandé si je ne voulais pas y jeter un œil. Quand Lou nous a dit qu'il allait rouvrir l'enquête, j'étais un peu perplexe.
Qu'est-ce qu'il pourrait bien découvrir de plus que ce que la police avait déjà découvert? Je n'y croyais pas trop. L'agent Lou Smith se penche aussitôt sur le seul indice dont la police dispose pour démasquer le kidnappeur. Les 3 empreintes digitales retrouvées sur la moustiquaire de la chambre. Au même moment, l'expert Tom Carney décide lui aussi d'examiner ces empreintes. Il vient tout juste de prendre son poste dans le laboratoire de criminalistique du comté d'El Paso. Auparavant, il travaillait à Miami et il y a appris quelque chose que peu de ses collègues savent. Le fichier d'empreintes digitales du FBI ne prend pas en compte les empreintes de tous les criminels des États-Unis. J'ai tout de suite remarqué que les enquêteurs n'avaient pas interrogé tous les fichiers AFIS à leur disposition. Seuls 2 d'entre eux l'avaient été. Je pensais vraiment que le fichier était centralisé. Et si Tom Carney n'avait pas tiré la sonnette d'alarme, on n'y aurait jamais pensé. En effet, le fichier du FBI ne répertorie que les criminels emprisonnés pour des crimes graves et non ceux condamnés pour de petits larcins comme des cambriolages ou de simples vols. Carney va donc s'attacher à retrouver tous les fichiers qui auraient en mémoire des empreintes non répertoriées dans ceux du FBI. J'ai essayé dans tous les États du pays, même au Canada et au Mexique, pour qu'ils interrogent leurs propres fichiers. Carney parvient à identifier 92 fichiers d'empreintes digitales dans toute l'Amérique du Nord que le FBI n'a pas interrogés. J'ai demandé au labo photo de me préparer 92 copies des empreintes du dossier Heather Churchdown et je les ai fait parvenir à tout le monde. Vous le savez, il existe plusieurs fichiers répertoriant aux États-Unis les empreintes digitales des criminels. Pendant longtemps, l'AFIS, la Banque centrale de données dactyloscopiques du FBI, ne consignait que les empreintes recueillies auprès d'individus condamnés et incarcérés, soit près de 45 millions d'échantillons. Mais parallèlement à cela, des polices d'État constituaient leurs propres archives à partir des empreintes digitales de délinquants mineurs, comme les personnes ayant conduit en état d'ivresse par exemple. Cette méthode, que contestent d'ailleurs des associations de défense citoyenne, va-t-elle porter ses fruits? Les enquêteurs sont bien conscients de jouer leur va-tout. Si leur recherche se solde par un échec, il y a fort à parier que l'assassin de la petite Heather ne sera jamais identifié. Un mois plus tard, Tom Carney reçoit une réponse surprenante. Finalement, après 2 longues années, les autorités du Colorado tiennent enfin la piste qu'ils espéraient depuis longtemps. Ils comparent les empreintes digitales versées au dossier Heather Church avec 92 fichiers qui n'apparaissent pas dans la base de données globale du FBI. Et leurs efforts vont être plus que récompensés. J'étais tranquillement à la maison avec ma femme lorsque le téléphone a sonné. Le département voulait me prévenir qu'on l'avait trouvé. Les empreintes digitales sont celles de Robert Brown, un homme de 42 ans qui a déjà fait de la prison en Louisiane et en Californie pour vol de voiture. Il avait des antécédents dans les 2 États, pas pour meurtre, mais il n'en restait pas moins un criminel. Si ces empreintes digitales n'apparaissent pas dans les fichiers du FBI, c'est tout simplement parce qu'il n'a été condamné que pour des délits mineurs. Lorsque l'État de Louisiane nous a prévenus qu'ils avaient trouvé une correspondance avec un individu du nom de Robert Brown, on a immédiatement vérifié sa dernière adresse connue. Il habitait à seulement 300 mètres du domicile des Church. Robert Brown est arboriculteur. Il est marié et a un enfant. La police du Colorado le place aussitôt sous surveillance et l'appréhende alors qu'il sort d'une boutique d'art. D'après ce que j'ai pu voir, il est resté très calme. Il n'a pas eu l'air surpris, il n'a pas réagi outre mesure. Il avait le regard de quelqu'un qui s'est fait prendre. Pendant son interrogatoire, Brown nie catégoriquement toute implication dans le meurtre d'Heather. Pourquoi on a trouvé tes empreintes, Robert? Vous n'avez rien trouvé. Je te garantis qu'on a bien retrouvé tes empreintes là-bas. Tu veux que je te montre le document pour te prouver que c'est vrai? Ce que je veux, c'est que vous repreniez mes empreintes et que quelqu'un de compétent fasse la comparaison.
4 personnes très compétentes l'ont déjà fait. Alors faites-les recommencer. J'ai pas changé d'empreinte. Le procureur pense que Brown a voulu cambrioler la maison des Church. Le soir du meurtre, Heather Church garde tranquillement son petit frère Sage à la maison. Sa mère téléphone à 20h30 pour vérifier que tout va bien. Après avoir raccroché, Heather met son petit frère au lit, éteint les lumières et va elle aussi se coucher. Brown arrive sur les lieux un peu après 20h30. Tout est éteint et le garage est vide. Il en déduit qu'il n'y a personne chez les Church. Brown pénètre dans la maison par la fenêtre d'une chambre vide. Au départ, il porte sans doute des gants, mais comme il n'arrive pas à décrocher la moustiquaire, il les enlève. Et il laisse au passage 3 empreintes digitales sur le cadre. Selon toute vraisemblance, Heather a dû entendre du bruit et se lever pour aller voir ce qui se passait. Lorsque Brown la voit, il comprend qu'elle pourra l'identifier. Alors, il la frappe à la tête avec un objet contondant. L'adolescente meurt sur le coup. Il sort par la porte d'entrée avec le corps de la fillette sur ses épaules, en oubliant de refermer derrière lui. Il charge ensuite le corps dans son véhicule et se dirige vers la montagne. Là-bas, il la jette dans un ravin. Pour échapper à la peine de mort, Brown plaide coupable des chefs d'inculpation d'enlèvement et de meurtre. Il est condamné à la perpétuité sans possibilité de remise de peine. Ça fait froid dans le dos de se dire qu'il aurait pu s'en sortir alors qu'il avait commis un tel acte. Sans la présence d'esprit de cet expert, la police n'aurait sans doute jamais retrouvé la trace de Brown. Les systèmes AFIS doivent impérativement être centralisés pour qu'on puisse avoir une seule et unique base de données globale. Ça nous éviterait d'avoir à passer par tout un tas d'agences différentes pour trouver des réponses. Alors qu'il purge sa peine, Robert Brown va faire une révélation stupéfiante. Il affirme qu'Heather Church n'est pas sa première victime. Il prétend avoir tué une autre adolescente habitant Colorado Springs. Son nom, Rocio Sperry. La jeune fille est portée disparue depuis 1997. Brown affirme s'être débarrassé de son corps dans une déchetterie. L'affaire Sperry était un cas classique de disparition. On avait enterré l'affaire sans qu'il y ait d'enquête pour homicide. Une révélation qui ne surprend pas les enquêteurs outre mesure. Le pyjama non identifié retrouvé près du crâne de Heather les laisse même penser que la liste des victimes de Brown ne s'arrête pas là. Ça ne me surprenait pas du tout qu'il ait pu faire d'autres victimes. Dès qu'on l'a arrêté, j'ai su que c'était un tueur en série. Et tout le monde pensait comme moi dans l'équipe. Finalement, Brown va reconnaître en tout 48 meurtres, dont un commis en Corée du Sud, alors qu'il était en service dans une base militaire. On a déjà connu d'autres tueurs en série. C'est horrible de se dire qu'il n'est pas le seul. Mais apparemment, Brown était l'un d'entre eux. Les enquêteurs travaillent encore à confirmer les déclarations de Brown. S'il dit vrai, il est l'un des tueurs en série les plus redoutables de l'histoire des États-Unis. Un monstre qui pourrait toujours être en liberté si personne n'avait vérifié les fichiers d'empreintes digitales de Californie et de Louisiane. Une affaire résolue grâce à la perspicacité de certains enquêteurs. J'espère vraiment que ce qu'on pourra tirer de cette affaire, c'est que premièrement, il ne faut jamais baisser les bras, et que deuxièmement, il faut absolument relier les outils technologiques de chaque département les uns avec les autres, ainsi que nos systèmes de communication. On ne se rend pas compte parfois combien un seul petit indice, une empreinte digitale dans ce cas, peut vous mener tout droit à l'assassin. On n'aurait jamais pu lui mettre la main dessus sans la criminalistique.
Cette empreinte, ça a été la clé de toute cette enquête. C'est ce qui a permis de le confondre une bonne fois pour toutes. Sans ça, après plus d'1 an, je ne sais pas s'ils auraient fini par résoudre l'affaire. Robert Brown ne s'est pas contenté d'avouer être l'auteur du meurtre de Heather Dunchurch. Il s'est également accusé d'avoir tué une autre jeune fille, Del Pilar Sperry, et puis par bravade ou pour apaiser sa conscience, il a revendiqué 46 autres homicides. Mais quelle est la part de forfanterie malsaine dans cet aveu rocambolesque? Robert Brown, né en 1952 en Louisiane, grandit au milieu de 8 frères et sœurs. Abusé sexuellement au cours de son enfance, il martyrise des animaux, commet des cambriolages, déclenche des incendies. En parallèle, il poursuit de brèves études secondaires et s'engage dans l'armée pendant 7 ans. Il est alors décrit comme un jeune homme intelligent mais solitaire et dénué d'émotions. Ce profil psychologique correspond en tout point à celui d'un tueur en série tel que le décrivent habituellement les profilers du FBI. Après enquête sur les personnes portées disparues et les meurtres non élucidés, les policiers sont parvenus à lui attribuer 7 des 48 meurtres dont il s'était accusé. Des squelettes démembrés ont en effet été retrouvés en Californie, au Mississippi et jusqu'en Corée du Sud, très précisément, où Brown avait séjourné lors de son intégration dans le corps des marines. D'autres recherches ont été rapidement abandonnées, psychologues et experts estimant que la confession du condamné était en partie une affabulation. Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie en ma compagnie et de nous rester fidèles. J'aurai le plaisir de vous retrouver sur cette antenne pour de nouveaux épisodes des Enquêtes impossibles.